Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'étudiant pour cette deuxième journée d'épreuves de spécialité du bac 2022. On va corriger l'épreuve de SES du jeudi 12 mai, donc la deuxième épreuve de SES du bac 2022. J'accueille pour ceci Adrien Bonino. Bonjour Adrien. Bonjour Thibaut. Vous êtes prof de SES. C'est ça. Au lycée Simone Veil de Boulogne-Billancourt. Tout à fait. Alors vous savez, vous avez vu les sujets, que vous aviez un sujet au choix parmi 3 propositions, une disserte ou 2 sujets d'épreuve composés. On va commencer par corriger les dissertations avec une question assez simple mais assez vague. Comment peut-on expliquer le commerce international? Il y avait 3 documents qui étaient donnés pour ça, ou 4 même. Qu'est-ce qu'on peut d'abord extraire des documents pour répondre à la question? Quel élément fallait bien regarder dans les documents? Alors, tout d'abord, sur les différents documents, donnent des pistes quand même au niveau des gros arguments à mobiliser pour construire la dissertation. Donc, le premier document faisait référence à la théorie des avantages comparatifs de Ricardo. Donc, les élèves pouvaient s'appuyer sur ça pour construire leur plan. Le deuxième document faisait référence, donc, c'est la part des exportations de haute technologie dans les exportations de biens manufacturés en 2019. Donc de façon un peu implicite, c'était la théorie HOS qui était convoquée, donc la théorie de la dotation factorielle que les élèves de terminale ont travaillé cette année. Le troisième document faisait référence aux chaînes de valeur mondiales. Donc là, c'était l'idée de la division internationale du processus productif qui était attendue. Et enfin, le dernier document portait sur le secteur automobile en France et les importations et exportations en milliards d'euros. Et donc là, c'était la notion plutôt de commerce intra-branche avec la notion de différenciation des produits que les élèves aussi ont vu en cours. Voilà. Est-ce qu'il y avait des notions de cours en plus des documents à aller chercher qui n'étaient pas mentionnés? Non, les documents étaient assez explicites au niveau des contenus. Donc ils pouvaient vraiment s'appuyer sur les arguments, j'allais dire cachés ou implicites dans les documents. Ok, et alors comment peut-on expliquer le commerce international? Quel plan vous auriez fait, vous, ou quelle idée de plan on pouvait suivre? Alors, un plan, je pense, assez classique, c'est un sujet classique, donc un sujet explicatif, il faut expliquer les causes du commerce international. Donc on pouvait partir sur les théories traditionnelles du commerce international, donc dire dans un premier temps que le commerce international est le résultat de la spécialisation entre pays. Donc ça, ce serait la première partie. Dans une première sous-partie, faire référence à la théorie des avantages comparatifs de David Ricardo. Donc dire qu'un pays a intérêt à se spécialiser dans le produit pour lequel il dispose d'un avantage de coût relatif par rapport à un autre pays. Donc ça serait la première sous-partie, le grand A. Deuxième sous-partie, ça serait la référence à la dotation factorielle, donc le modèle HOS, qui est un prolongement en fait au XXe siècle de la théorie de Ricardo, avec une modification du raisonnement, mais l'idée reste la même, chaque pays est gagnant à la spécialisation. Donc ça serait la première partie. On fait référence aux théories classiques. Et deuxième partie où on fait référence à des théories plus contemporaines qui permettent de comprendre la structure du commerce international aujourd'hui, avec la stratégie des firmes notamment. Donc là, il y avait toute cette partie à mobiliser. On pouvait dire par exemple, comme intitulé, le commerce international est également lié à l'internationalisation de la production et aux stratégies de différenciation des firmes, avec un grand A sur la division internationale du processus productif, en mobilisant notamment, je crois, le troisième document qui faisait référence à ça, et en deuxième sous-partie, les stratégies de différenciation, donc l'idée que les entreprises, pour gagner en compétitivité, ne jouent pas uniquement sur la baisse des prix, mais aussi sur l'innovation et la différenciation. Et ça permet d'expliquer la structure actuelle du commerce international, qui est en grande partie un commerce intra-branche, c'est-à-dire de produits similaires. Et donc on voit dans le dernier document notamment que la France exporte et importe des voitures. Or, ce ne sont pas tout à fait les mêmes gammes de voitures qui sont importées et exportées. Voilà. Donc ça, c'est le plan, on va dire, je pense, type attendu. C'était une difficulté classique, attendue? C'était assez attendu. Après, la difficulté réside plutôt dans le type de sujet. C'est un sujet explicatif et non pas un sujet débat. Or, parfois, les élèves ont l'habitude de travailler plus sur des sujets débat, des sujets de discussion. Les sujets explicatifs en dissertation sont un peu plus rares. Voilà, donc la difficulté résidait peut-être. Donc admettons, si un élève qui a l'habitude de faire du débat a cherché à en faire dans la dissertation, il sera pénalisé. Il sera pénalisé parce que vraiment l'intitulé, c'est, si on reprend la phrase exacte. Comment peut-on expliquer Comment peut-on expliquer? Voilà, donc on attend des catégories de causes. Voilà, c'était l'idée. D'accord, merci pour cet éclairage. Alors on va passer aux épreuves composées. Vous avez vu 2 sujets d'épreuves composées
dont les 2 premières questions sont différentes, mais la 3e partie des sujets est commune. Donc on va commencer par corriger le sujet A, le début du sujet B, et on fera la partie commune à la fin. Donc une mobilisation de connaissances classiques, pas de document pour la toute première question. Il s'agissait de montrer à l'aide de 2 exemples que l'engagement politique peut prendre des formes variées. Alors combien d'exemples vous auriez à donner, vous ? Alors 2 exemples, sachant que le programme présente aux élèves 4 types d'engagement politique. Donc je les rappelle peut-être, le vote, autrement dit la participation électorale, on a le militantisme syndical ou dans des partis politiques, on a l'engagement associatif et enfin la consommation engagée. Voilà. Donc il était peut-être judicieux pour les élèves de présenter 2 exemples de modes d'engagement assez différents. Donc un très conventionnel comme la participation électorale, donc le fait de voter régulièrement à chaque élection, et peut-être insister sur la consommation engagée qui est une forme, on va dire, peut-être plus contemporaine, récente d'expression politique. Je pense notamment peut-être au véganisme comme mode de consommation qui renvoie à une expression politique. On pouvait donner n'importe quel exemple de consommation finalement. N'importe quel exemple de consommation, tant que l'exemple est en lien avec un engagement politique, avec des valeurs, etc. Donc question de cours et de connaissances personnelles. Et de connaissances personnelles, voilà. Peut-être que la difficulté résidait dans la formulation des exemples. Essayer de trouver des exemples un peu historiques ou pertinents, plutôt que des exemples inventés. Voilà, donc je pense aussi aux marches pour le climat, par exemple, qui ont mobilisé les jeunes. Ça peut faire référence soit au militantisme ou à l'engagement associatif dans des associations écologistes, par exemple. Voilà. Voilà. Il y avait aussi un document avec 2 questions. Donc là, on a un grand tableau avec beaucoup de points de PIB. Sur plusieurs années qu'il fallait, fallait la comparer entre France, Corée du Sud, Danemark. 2 questions. Je vous laisse répondre aux 2 questions. Oui, alors, première question, à l'aide du document, vous présenterez les sources de la croissance du Danemark en 2019. Donc il s'agissait d'une question de lecture de données. Alors une lecture de données qui est particulièrement peut-être délicate, c'est un des points de programme les plus difficiles souvent pour les élèves, arriver à lire correctement les contributions des facteurs à la croissance. Donc pour le Danemark en 2019, on pouvait faire la phrase suivante, le produit intérieur brut du Danemark a progressé de 2,8% en 2019 par rapport à son niveau de l'année précédente. Et dire ensuite, essayer d'expliquer les causes de cette croissance. Donc la productivité globale des facteurs contribue pour 1,4 points aux 2,8% de croissance, autrement dit la moitié de la croissance provient de la progression de la fameuse PGF. Voilà. Le reste, 0,5 points et 0,9 points, s'explique par l'accroissement du facteur capital, l'accumulation du capital, c'est-à-dire l'investissement des entreprises, et l'augmentation du facteur travail. Et la 2e question ? Alors la 2e question était plus large et nécessitait de regarder aussi les autres données du document, donc les autres pays et les autres dates. Il fallait essayer de mettre en évidence, en repérant dans les différentes cases, les moments historiques ou les pays où la productivité globale des facteurs contribue fortement à la croissance économique. Et on appelle cela une croissance intensive, c'est-à-dire une croissance qui se fonde sur l'innovation, sur le progrès technique et beaucoup moins sur l'accumulation du travail et du capital. Donc il s'agissait ici de prendre des exemples. On voit si on fait un état des lieux rapide, on voit par exemple que le Danemark a une croissance particulièrement intensive sur cette période-là. La Corée du Sud aussi, mais un peu moins. Et la France a plutôt une croissance qui est plus fréquemment extensive qu'intensive, c'est-à-dire se fondant plutôt sur l'accumulation des facteurs que sur le progrès technique. Voilà. Alors, ça, c'était pour le sujet A. C'était pour le sujet A. Épreuve composée, sujet B. On fera la 3e partie après. Pareil, donc des questions de cours pour commencer, sans document, 3 questions. La première sur 4 points. À l'aide de 2 arguments, donc il fallait mobiliser des exemples de cours, montrer que le travail est une source d'intégration sociale. Qu'est-ce qu'on aurait pu dire ? Alors, montrer que le travail est une source d'intégration sociale, donc déjà définir très brièvement la notion d'intégration sociale, donc le fait d'avoir une place, un statut dans un groupe, dans la société. Essayer de réfléchir aussi sur la notion de travail, sachant qu'il y a une petite distinction entre le travail et l'emploi. Bon, on pouvait mobiliser les 2 aspects, je pense, ce n'était pas forcément problématique. Il y a trois arguments importants, il fallait en mobiliser 2 parmi les 3. Donc les 3 arguments que les élèves ont dû voir en classe, c'est
Le travail permet la valorisation de soi, avoir une fonction, une place dans la société, donc ça permet d'être valorisé. Le deuxième argument, c'est une source de revenus, donc accès à la société de consommation, intégration dans la société de consommation, accès au marché immobilier, etc. etc. Et enfin, facteur de sociabilité entre collègues. Donc il fallait choisir parmi ces trois arguments du programme. Et explicité, j'imagine que c'était 2 points par argument. Et c'était, je pense, 2 points par argument, avec des exemples concrets, toujours, pour essayer d'étayer la réponse. Voilà. Deuxième question, à partir d'un exemple cette fois-ci, montrer que l'innovation peut aider à reculer les limites écologiques de la croissance. On va insister sur peut aider à reculer les limites écologiques, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis quel genre d'exemple vous pouvez mettre? Voilà, alors il y avait peut-être un piège dans cette question, en ce sens où il fallait montrer que l'innovation pouvait repousser les limites écologiques et pas nuancer cette thèse. Donc on peut faire référence par exemple aux innovations dans le secteur automobile, où depuis plusieurs décennies, les constructeurs automobiles ont fait des progrès en matière de motorisation qui se traduisent par une baisse de la consommation de carburant au kilomètre et par une baisse aussi des émissions de CO2. En prenant cet exemple concret, on peut faire le lien, alors qui est un peu technique, il n'est pas forcément entendu en tant que tel, mais en tout cas l'idée, on peut y faire référence, que l'innovation permet de réduire l'intensité carbone de la production, c'est-à-dire la quantité de CO2 émise pour produire 1 euro de richesse, on va dire, et en même temps réduire l'intensité énergétique, c'est-à-dire la ponction de capital naturel pour produire ce PIB. Voilà. Donc l'exemple des voitures est assez intéressant. Alors même si bien sûr il ne solutionne pas la question du réchauffement climatique, mais ça peut être un des éléments permettant de repousser ces fameuses limites. Est-ce qu'on peut exprimer justement, parce qu'un élève qui, justement, vous avez pour le climat, un élève qui va pouvoir exprimer que ça ne suffit pas, par exemple, on vend plus de voitures ou elles sont plus lourdes, est-ce qu'on peut aller là-dessus, ce sera valorisé ou le collecteur n'a pas besoin de le savoir? On peut tout à fait le mettre, je pense que ça ne sera pas sanctionné. En revanche, il faut vraiment le mettre à la fin, 1 ou 2 lignes, juste peut-être pour nuancer, mais il ne faut pas que ça soit l'essentiel ni la moitié de la réponse, parce que là, ça voudra dire que le candidat a mal ciblé l'enjeu de la question. D'accord, qui était une question de cours, on rappelle. Qui était une question de cours. Et troisième question aussi du cours, sur 3 points également. Montrer, à l'aide d'un exemple toujours, que l'action des pouvoirs publics en faveur de la justice sociale peut produire des effets pervers. Elle fera parler cette question, qu'est-ce qu'on pouvait dire dessus? On pouvait pointer du doigt les éventuelles dérives de la redistribution, à savoir, par exemple, la mise en place d'un système d'impôt progressif ou fortement progressif aurait des effets dissuasifs sur l'enrichissement et pourrait pousser et les grandes entreprises et les grandes fortunes à s'exiler fiscalement ou à réduire leur investissement par crainte d'être trop taxés. Donc on peut faire référence à la fameuse théorie libérale d'Arthur Laffer dans les années 80, économiste américain qui a essayé de montrer avec la fameuse courbe de Laffer en U inversé qu'au-delà d'un certain taux d'imposition, la masse fiscale prélevée par l'État diminue parce que l'assiette de prélèvement baisse puisque les agents économiques sont moins incités à produire de la valeur. Voilà. Donc c'est le cadre théorique auquel on pouvait se référer. Là encore, il fallait juste le montrer, pas forcément critiquer cette idée. Donc, on pouvait peut-être émettre quelques nuances, quelques réserves, mais voilà, il fallait. Donc des exemples à extraire du cours de toute façon. Voilà. Et peut-être dernier élément, comme il fallait montrer aussi, alors soit cet exemple-là, ou alors l'exemple sur les prestations sociales qui pourraient avoir un effet dissuasif aussi, ou décourager le retour vers l'emploi avec la notion de travail-inactivité. Voilà éventuellement ce qu'on pouvait mobiliser. Très bien. Voilà pour les questions de cours de la partie 2. Et sujet A et sujet B avaient un raisonnement sur un dossier documentaire qui était commun, dans lequel, en utilisant les documents et, encore une fois, le cours, il fallait montrer que l'approche en termes de classe sociale, pour rendre compte de la société française, peut être remise en cause. Alors déjà, dans les documents, qu'est-ce qu'il fallait interpréter ? Alors, dans le premier document, qui est un document de Danilo Martuccelli, il fallait montrer que la prise en compte contemporaine d'autres critères d'identification, on pouvait faire référence au genre par exemple, à l'identité ethnique éventuellement, venait un peu brouiller les cartes des identités de classe, venait concurrencer entre guillemets l'identification en termes de classe sociale. Voilà. Sachant que l'idée qui est développée aussi dans le texte, c'est que chaque individu peut appartenir, enfin 2 individus peuvent appartenir à la même classe sociale, mais être différents dans leur propre identification. C'est la notion en cours d'augmentation de la distance intraclasse au sein d'une même classe sociale. Les individus peuvent être de plus en plus différents les uns des autres. Voilà.
Pour le deuxième document, donc, qui faisait référence au sentiment d'appartenance à une classe sociale, donc c'est un sondage réalisé par TNS Sofres. On voyait donc depuis 1966 jusqu'à 2015 un affaiblissement de la conscience de classe dans un premier temps et un certain retour dans un second temps, à partir du début des années 2000, du sentiment d'appartenance. Voilà. Sachant qu'ensuite on pouvait préciser un peu l'idée en regardant le type de classe sociale, en faisant le distinguo entre les classes bourgeoises, les classes moyennes et la classe ouvrière. On voit par exemple qu'une forte proportion de Français interrogés se réclament appartenir à la classe moyenne et de moins en moins à la classe ouvrière. Voilà. Et enfin, un dernier document plus illustratif sur la consommation de masse, hein, puisqu'on voit que on a des taux d'équipement selon les catégories socio-professionnelles et on voit que quel que soit quasiment le type de produit, on a une généralisation de l'accès assez bien. Et alors là, il fallait suivre quel cheminement pour expliquer, pour répondre à la question? Alors quel cheminement? On pouvait d'abord faire référence à la théorie de Mendras, que les élèves ont dû voir en cours notamment, donc la théorie de la moyennisation. Montrer qu'à partir des années 50-60, on a un essor de la classe moyenne. Donc une partie du salariat ouvrier rejoint les classes moyennes. C'est la période de prospérité, de forte hausse des salaires. Période aussi de massification scolaire, donc augmentation du niveau d'instruction. Donc tout ça, ça va bénéficier aux classes populaires. On pouvait faire référence à la notion du coup de réduction de la distance interclasse. Il y a un rapprochement entre les classes sociales, donc c'est vraiment l'idée de moyennisation. Montrer que cette moyennisation se reflète dans les modes de consommation qui ont tendance à devenir une consommation de masse et plus tellement une consommation de classe. En tout cas, on se dirige plutôt vers une consommation de masse. Et enfin, montrer que ça a eu un effet sur l'affaiblissement de la conscience de classe. Et en rajoutant peut-être un troisième paragraphe, sur l'introduction aujourd'hui de nouveaux critères d'identification, ce que je disais tout à l'heure, qui viennent concurrencer l'identité de classe. Voilà. Globalement, le sujet des SES, il était compliqué? Globalement, non, il était assez classique. Hein, il était assez classique. Il fallait faire attention de bien lire les sujets et surtout de bien respecter la méthode. Mais c'était très classique. Et par rapport à celui du mercredi? Alors, c'était des champs très différents. Mais d'un niveau équivalent, je dirais. Okay. Et vous, la dernière question, vous avez choisi lequel? Ou conseillez lequel à vos élèves? J'ai peut-être préféré celui d'hier. Ah d'accord. Voilà. Et dans les trois d'aujourd'hui? Et dans les trois d'aujourd'hui, alors j'ai bien aimé le premier, sur le commerce international, donc la dissertation. Okay. Merci beaucoup Adrien Bonino d'être venu corriger ce sujet pour nous. Merci à tous pour votre attention. Rendez-vous sur l'étudiant.fr où le corrigé écrit est disponible également, ainsi que tous les corrigés de toutes les autres spécialités d'aujourd'hui et d'hier. Et merci à tous pour votre attention. À bientôt et bon courage à ceux qui passent encore le bac demain pour la dernière journée.